Salut à tous, bonjour, bienvenue, Moadim les Simra. Nous sommes en vacances, mais pourtant nous avons aujourd'hui un prof d'histoire géo qui est avec nous pour nous raconter son parcours d'Alia. C'est parti. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Daniel Sides, bonjour, bienvenue. Bonjour. Bon, c'est les vacances pour nous. Hein. Moi aussi. Tant mieux. Alors, vous êtes en Israël depuis 1980, 38 ans. 38 ans que vous avez fait votre Alia. Incroyable, ça commence à compter. Oui, c'est plus les 2 tiers de ma vie pratiquement. Ouais, j'imagine. Alors, vous étiez jeune, on va dire, Bahour à la Shomeret Saïr. Oui, à Marseille. Voilà, à Marseille. Et c'est ça qui vous a donné envie de venir vivre ici. Oui, disons que l'éducation juive et même sioniste que j'ai reçue, c'est dans ce mouvement. Voilà. Et une anecdote, mon madrir, c'était Eli Kakou à Marseille. Ah, votre madrir, c'était Eli Kakou ? Oui, on l'a connu avant qu'il soit célèbre. Et c'était les mêmes sketchs déjà, il nous faisait bien rire. J'imagine. Ouais. Alors, ce qui est aussi touchant, c'est que vous êtes quand même issu d'une grande famille salonicienne. Oui, absolument. Mes grands-parents sont venus de Grèce en 1926 et mes parents sont nés à Marseille. Malheureusement, du côté de mon père et de ma mère, ils ont tous été pratiquement déportés dans la Grande Rafle de Marseille en 1943. Donc l'éducation juive, c'est plutôt au mouvement de Genève. Absolument, parce qu'on était une famille presque assimilée à l'époque. Et c'est assez intéressant que dans un mouvement laïque, j'ai reçu une éducation juive, mais c'est la vérité. Ça vous a connecté à votre identité, on va Absolument. dire. Bon, Absolument. Alors, vous rêviez, comme tous vos copains, d'aller au kibbutz, voilà, et de faire l'armée. C'était le C'était rêve de tous. Suite à l'histoire d'Antébé. Donc, on était déjà sionistes à l'époque. On voulait aller en Israël et puis on voulait tous devenir des soldats. Pour Antébé, c'était quelque chose d'incroyable pour vous ? Absolument. Jusqu'à aujourd'hui, moi, je vois ça comme un acte héroïque incroyable. Et j'adore le raconter à la fois à mes enfants, aux élèves, cette histoire, parce que c'est vrai que c'est assez unique dans l'histoire. Et c'était une fierté incroyable. Voilà, pour les jeunes générations, absolument. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'opération Antébé, c'est... La libération des otages d'un vol d'Air France qui a été détourné en Ouganda et un commando israélien avec des noms très très connus aujourd'hui qui faisaient partie, qui ont été libérés, ramenés pratiquement à 97%. Tout le monde a été sauvé, sauf le chef de l'opération, qui est le frère de l'actuel Premier ministre, Yoni Netanyahou. D'ailleurs, il y avait un pilote qui est décédé il y a très peu de temps. Oui, c'est le pilote de l'avion qui est décédé d'Air France, à 95 ans d'ailleurs. Et il a été d'ailleurs très honoré ce jour-là par le Parlement israélien aussi. Ouais, il a souhaité être enterré avec la Tikva, je crois. Oh, ça ne m'étonne pas. Mais c'était quelqu'un d'assez exceptionnel, de ce que j'ai compris. Ne serait-ce du fait qu'il n'a refusé de partir avec les premiers... Il est resté jusqu'au bout. Il est resté jusqu'au bout. Alors, vous êtes en plein fantasme, on va dire, de l'armée israélienne. Vous rêvez d'y être, d'en être. Oui. Et c'est ce que vous allez faire. Et oui, je suis arrivé donc en août 1981. Et puis rapidement, le 24 décembre 80, on a signé à l'armée. Alors c'était un programme assez, ça n'existe plus aujourd'hui. Hein, vous avez souhaité vous inscrire dans ce programme qui mélangeait l'armée et vivre au kibbutz. Donc, absolument. Voilà. Et aussi avec, en fait, c'est en collaboration aussi avec l'agence juive qui nous faisait un stage de 6 mois de préparation pour devenir des cadres dans les mouvements de jeunesse à l'étranger. Pour pouvoir après revenir après l'armée et travailler. Alors à l'époque, il y avait l'armée obligatoire en France, donc il suffisait de devenir israélien avant l'âge de 19 ans, obtenir la nationalité, être à la fois un report d'incorporation, je crois, en France, et signer à l'armée avant 19 ans, et ça nous exemptait du service français. Et automatiquement, on faisait à la place 1 an et demi en Israël. Mais vous étiez réserviste de l'armée française aussi. Oui, après c'est écrit, j'ai jusqu'à maintenant un carnet militaire qui disait que j'étais exempté et réserviste, chose qui n'a pas servi de toute manière. Mais j'étais plutôt réserviste après dans l'armée israélienne, après l'armée. Après l'armée, bien sûr. Alors vous avez effectué effectivement votre période au kibbutz, dans un petit kibbutz près de Petah Tikva. Oui, il s'appelait le kibbutz Rorshim. C'était le kibbutz où on envoyait les jeunes de la Shomeret Saïr en France, dans ce kibbutz qui était déjà composé de pas mal de francophones qui avaient fait leur alia bien auparavant. Et donc vous avez connu le kibbutz comme à l'époque. Absolument, absolument. Pendant 6 mois, on a travaillé au kibbutz. Là, j'ai travaillé au verger d'avocats.
Et ensuite, je suis rentré en armée en août 82. Voilà, alors août 82, là ça fait quand même à peu près 1 an que vous êtes en Israël, oui. Et forcément quand on pense à cette date, on pense évidemment à la première guerre du Liban. Ben oui. Donc vous avez servi pendant la guerre du Liban. Voilà, on est rentré, donc on a commencé ce qu'on appelle les tironoutes, les manœuvres, et je me souviens d'une phrase du chef de la base qui nous disait en août 82, vous êtes censé être au Liban quand vous aurez fini les tironoutes, mais d'ici là, on sera sans doute parti. On sait très bien qu'on est parti pratiquement 20 ans plus tard. Et donc, on finit en janvier 83 les tironoutes et on se retrouve au Liban. En pleine guerre du Liban, 7 mois de guerre du Liban. Absolument. Alors, on était au nord-est du Liban, à la frontière syro-libanaise. C'est une route qui reliait Damas-Beyrouth à l'époque, qui avait un trafic il fallait surveiller cette route. Mais bon, on s'est retrouvé à un endroit où on n'avait pas rêvé, par contre, de s'y retrouver. Alors c'est ça, vous êtes un peu, on va dire en tant que jeune recrue, jeune soldat, pris entre vos opinions de gauche, oui. Pas tellement militariste finalement, non. Même si vous rêviez d'une armée sublimée comme cette opération héroïque d'Entebbe, vous vous retrouvez à faire la guerre, une guerre que vous ne comprenez pas toujours. Et puis surtout, l'opinion publique, c'est ce que j'explique à l'époque, c'est la première fois que c'est une guerre qui se passe en dehors de la frontière d'Israël, qui est censée certes à défendre, puisqu'on l'appelle au départ opération Paix pour la Galilée, et puis qui va s'embourber rapidement, on va appeler ça une guerre du Liban. Et en fait, on n'a pas rêvé de ça. En fait, de se retrouver à 16 ans. Alors, vous n'avez pas rêvé de ça. Et puis, non seulement c'est la première fois que la guerre est en dehors d'Israël, mais c'est la première fois où on conteste une guerre. On se demande est-ce qu'elle est vraiment utile, cette guerre. Oui. L'unanimité israélienne et le soutien parfait, inconditionnel, pour la première fois se brise. Et il y a déjà des voix qui s'élèvent en Israël et puis plus tard aussi dans les communautés à l'étranger. Et puis surtout, ce qui va faire, on va dire, déborder le vase, c'est les massacres de Sabra et Shatila. Mm-hmm. Et ce qui ne fait que, en fait, accentuer l'opinion publique des gens qui ne voulaient pas se trouver dans cet endroit-là. Alors, comment on fait quand on est une jeune recrue, un jeune francophone, on est pris entre son attachement et son sionisme, parce que quand même, vous avez donné de vous pour venir oui. jusqu'ici, pour y rester, et ces idéaux. C'est une question de conscience, quelque part. Je veux dire, on peut rentrer dans l'opposition totale et refuser un ordre. Et vous n'avez pas fait ça? Non, on ne l'a pas fait. Et on a fait ce qu'on devait faire, tout simplement. Okay. Mais c'était pas facile. Alors, vous ne l'avez pas fait, mais quand même, vous avez marqué par quelques petits actes oui. votre opposition, on va dire, parce qu'à la fin de la guerre, on vous demande, on vous dit, vous devez recevoir une médaille, et puis... Tout le monde l'avait refusé. Enfin, tous les copains, on l'a refusé de mettre ce qu'on appelle Hot Shlom HaGalil. On n'avait pas voulu. Non, on n'a pas voulu la mettre. Et puis, il y a eu cette manifestation aussi suite au massacre d'un demi-million de personnes. C'était la première fois qu'il y avait autant de monde. J'y ai participé aussi, parce que c'était un samedi soir, sur la place des rois d'Israël à l'époque, ça s'appelait, avant que ça s'appelle le Kikar Rabin. Kikar Rabin à Tel Aviv. Et, mais bon, c'était une manière, quelque part... de prouver à la fois son idéologie et de notre côté d'accepter quelque part le système dans lequel on s'est engagé. Enfin, c'est ma vision en tout cas, et ça a été la même chose plus tard après pour l'intifada. D'avoir le choix soit de refuser d'aller servir dans les territoires, ou alors d'y aller en tant que réserviste, puisqu'ensuite j'ai commencé mes milouim à partir de 85-86 et on était en pleine première intifada. Mais ça a été la même chose, le choix pour moi était clair. Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais je vais faire mon travail proprement, surtout. Et c'était toujours le travail proprement. Parce qu'il y a eu beaucoup au début, et on ne peut pas en vouloir non plus. Je veux dire, on ne savait pas comment s'y prendre dans les premiers mois. Et puis, il y avait des gens qui ont, entre guillemets, perdu les pédales, quelque part, dans leur comportement. Et c'était important que d'autres gens aussi fassent un travail propre, même s'il n'y a pas de travail très propre dans des territoires occupés. Mais bon, là, on se lance dans un débat idéologique, politique, c'est pas le propos, voilà. mais bon, c'est bien aussi de refaire ce petit retour en arrière, parce que certains qui viennent d'arriver n'ont pas connu toute cette époque-là, ni l'époque du kibbutz. Alors, vous avez vraiment connu le collectivisme au kibbutz, à l'époque où il y avait encore les maisons d'enfants, c'est-à-dire que les enfants ne dormaient pas avec leurs parents. Absolument, on appelait ça. Partageaient le repas en commun dans la salle à manger.
manger, le fameux Khadar Ochel. Absolument. Et en fait, j'y suis resté après l'armée, donc je suis retourné en France pour travailler pour le mouvement de jeunesse à Marseille. Et ensuite, je suis revenu au kibbutz. Là, c'était un autre kibbutz. Vous avez changé. Voilà. C'était le kibbutz Narchonim. Et puis là aussi, j'ai... Narchonim avec un super parc d'attractions, d'ailleurs, parce qu'on est Cholaméot Pessar, pour ceux qui ont encore le temps, d'emmener leurs enfants là-bas. C'est très chouette. Et là, j'ai réalisé autre chose, c'est de devenir membre du kibbutz à ce moment-là. Et j'ai travaillé un petit peu dans l'agriculture et rapidement, je suis rentré comme responsable d'une maison d'enfants. Alors, comment c'était à l'époque ? On prenait... parce qu'il y a beaucoup de mythes sur le kibbutz. Vous qui l'avez connu, on prenait toutes les décisions en commun, on n'avait pas de biens privés. Absolument. C'était comme ça, vraiment ? Je vais vous raconter une anecdote. Quand on est revenu, je suis revenu en Israël avec un autre groupe d'amis. On a voulu amener une vidéo, un magnétoscope. Qu'on avait en France à l'époque, c'était quelque chose qui pouvait s'acheter. Et on avait demandé, et à l'époque, il y avait l'autorisation. Le magnétoscope, il n'y en avait qu'un, je crois, dans ce qu'on appelle le Moadon, où on venait se réunir, et ils avaient refusé. Ils avaient dit non, c'est pas socialiste, en fait. Et donc, le magnétoscope, j'ai pu l'avoir, je crois, 5 ou 6 ans plus tard, près des années 90. Ça vous dérangeait pas, ça ? Non, pas tellement, mais bon, à un moment, on trouvait certaines choses ridicules, mais bon, on était tellement idéologues qu'on était prêts à se plier. Et puis là, on parlait de l'Ena Meshoutef et tous les enfants dormaient à la maison. Les enfants dormaient dans la maison d'enfants. Dans la maison d'enfants, absolument, oui, le Beth Yeladim. Et je disais qu'il est clair qu'aujourd'hui, je pense que la place d'un enfant, c'est chez ses parents. C'est clair. Mais à l'époque, ça correspondait à la fois à une idéologie de l'éducation collective et à une résolution technique aussi qui était plus simple. Juste un point pour vous dire, parce que je pense que c'était quelque chose de positif, c'est que les parents qui recevaient leurs enfants entre 4h et 8h du soir consacraient à 100% leur temps pour être avec leurs enfants. Ils faisaient rien d'autre. Voilà, ils faisaient rien d'autre. Aujourd'hui, alors, c'est peut-être une critique, mais c'est autre chose. Je veux dire, l'enfant, il est présent tout le temps et à certains moments, les parents s'en occupent. Mais à ce moment-là, c'était très bien parce que c'était le moment pour être avec leurs enfants. Ouais, mais enfin, bon, la société a beaucoup changé. La société a évolué, l'influence de l'extérieur. Et en fait, avant la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe en 91, eh bien, Narchonim est passé à l'Alena Mishpartit, ce qu'on appelle les enfants dorment chez leurs parents. Voilà. Aujourd'hui, apparemment, je pense que c'est un peu comme ça dans tous les kibbutz. C'est terminé depuis longtemps. Pas qu'il existe un kibbutz comme à l'époque. Voilà. Ok. Alors, vous avez profité quand même de faire plein de choses au kibbutz. Absolument. Le kibbutz vous a même payé vos études. Ça a aussi des avantages. Oui, j'ai étudié entre 1991 et 1995. Il m'a payé des études au séminaire kibbutzim à Tel Aviv pour être instit de classe primaire. Et j'avais un avantage aussi, je vais vous dire, c'est que je voyais les jeunes filles qui étudiaient avec moi, elles travaillaient toutes en dehors des heures de cours, et moi j'avais cette chance que de ne travailler que pendant les vacances, parce que le kibbutz me payait, et je rentrais tous les soirs à la maison, je n'avais pas besoin d'être barman ou quoi que ce soit, et c'était un avantage aussi à l'époque. Oui, c'est ça, on partage tous les biens, mais on a aussi des avantages. Et puis c'est vrai que le kibbutz m'a vraiment beaucoup donné aussi. J'y suis resté de 81 à 99, il y a presque 20 ans. Alors justement, c'est ça qui est intéressant puisque la société évolue. Aujourd'hui, vous avez quitté le kibbutz depuis un petit moment, je crois depuis 2002, vous êtes à Jérusalem. Voilà. Entre-temps, j'ai été en fait en shlichut en France pour le mouvement Shomer Hatzair. Vous êtes retourné. Je suis retourné pendant 3 ans à Paris. Alors justement, vous qui avez vécu de très nombreuses années au kibbutz, vous êtes aujourd'hui en ville. Vous feriez le chemin arrière ou pas ? Si c'était pour retourner dans le kibbutz que j'ai connu, oui. Le kibbutz que vous aviez connu, c'est-à-dire le collectivisme. Absolument, le collectivisme. C'est ça qui vous a plu. Absolument. La mise en commun de tous les biens. Oui, ça me gênait pas. C'était une ambiance qui avait spéciale. C'était des gens. C'était en fait une vie en commun à 100%. Alors, bien entendu, avec de l'individualité et aussi le côté privé de notre vie. Mais c'était quelque chose qui me convenait et qui convenait à beaucoup de gens. Aujourd'hui, me retrouver dans un village, en fait, qui n'a plus rien en commun, sinon qu'un passé, ça ne m'intéresserait pas. Ça ne vous intéresse pas. Voilà. Et puis, moi, j'ai commencé la vie à 40 ans. C'est-à-dire qu'au moment où tous mes amis en fait, étaient déjà propriétaires dans l'appartement et tout le reste, mais moi, je me suis retrouvé... Mais bon, quand on vit au kibbutz, on n'est pas parce que vous n'étiez pas propriétaire. Absolument, mais on ne vit pas au kibbutz pour avoir dans la tête de le quitter un jour. Donc, il s'est avéré que je l'ai quitté pour des raisons
totalement différentes. Mais je ne regrette rien. Je regrette seulement de l'avoir quitté sans m'être préparé à venir vivre ensuite dans une grande ville. Est-ce que vous conseilleriez aux nouveaux arrivants, aux nouveaux immigrés qui n'ont pas connu cette époque du kibbutz où, comme à sa création, tout était mis en commun, est-ce que vous leur conseilleriez d'aller découvrir un kibbutz, de parler à des gens? Est-ce que vous seriez prêt à raconter moi, je le fais assez souvent, puisque jusqu'à aujourd'hui, je suis en contact avec le mouvement en France de la Shomer et mais pour ceux qui sont déjà arrivés, ceux qui sont ici. Mais avec plaisir, parce que c'est quand même une expérience assez intéressante. Et ça pourrait l'être encore pour des jeunes qui viennent, de passer par cet endroit-là, même s'il est différent aujourd'hui. Je pense que ça facilite pas mal de choses aussi. Ça apprend sur qu'est-ce que c'est que la société israélienne? Oui, c'est une partie de la société israélienne. C'est vrai qu'elle est minime aujourd'hui, mais on peut avoir une image aussi que c'est ça, ou ça a été ça aussi, Israël. Ça aide à comprendre. Oui, absolument. Et puis, on connaît aussi le rôle des kibbutzim, aussi dans l'histoire d'Israël, dans tous les domaines. Donc, c'est quelque chose d'enrichissant de toute manière. Moi, je ne regrette pas une minute d'avoir vécu longtemps au kibbutz. Quel est votre plus joli souvenir de cette époque? Le fait d'être avec les copains tout le temps, C'était le Club Med, quoi, en fait, c'est ça? Pas le Club Med, parce qu'on y travaillait aussi, on y travaillait dur. Mais moi, ça me convenait d'être entouré d'amis comme ça, et j'étais très bien. J'étais très, très, très bien. Bon, aujourd'hui, vous êtes prof, on l'a dit, au lycée Rehov à Nevi'im. Oui. Donc, on fait un petit coucou à vos élèves s'ils sont tous en regardent. Aussi, voilà. Oui. Ça vous convient aussi? Aussi, oui. En fait, c'est un petit peu la continuité de ce que j'ai fait, parce que j'ai toujours été enseignant dans l'éducation. Voilà. Et j'adore mon métier. À la différence des autres, et ça, c'est peut-être quelque chose que je garde du kibbutz, j'ai choisi le métier que j'aimais. Alors, ça a un bon côté ou un mauvais. J'ai choisi le métier que j'aimais, peut-être pas forcément celui qui rapporte le plus, mais j'ai du plaisir à aller tous les jours travailler. C'est déjà pas mal. Ouais. Bon, en tout cas, on était ravis de faire un petit tour avec vous concernant votre arrivée ici, votre alia, tout ce que vous avez vécu. On vous remercie d'être passé et on vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà. À bientôt, Daniel Sides. Au revoir. Ils ont relevé le défi de l'alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.